Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment. Et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement sauvant le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc, il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Tous ces processus de paix, à tous les panélistes, je voudrais poser la même question. Mais chacun de vous va y répondre selon son angle de perception. En tant que gouvernement, en tant que femme, en tant que société civile, en tant que MONUSCO. Ce soir, le jour de la mémoire, la population s'interroge de manière profonde et sérieuse. Y a-t-il encore des chances d'espérer à l'avènement de la paix au regard non seulement des accords signés, mais surtout au regard du retour de la violence sur le terrain? Quelles sont les chances, selon votre point de vue, que vous accordez à la paix et surtout au respect des accords? Répondez-y selon les angles de perception que vous avez. Nous allons commencer par la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO croit vraiment que les accords signés vont être respectés? Un jour comme celui-ci est un jour de vérité. Je vous en prie. Bon, permettez-moi tout d'abord de vous dire que Mme Viviane Van de Peer, qui est représentante spéciale adjointe par intérim en ce moment, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et à son excellence Madame la Première ministre, je voudrais juste étendre ses salutations les meilleures. Et donc, je suis là pour la représenter au nom de la MONUSCO. Donc, juste pour réitérer, n'est-ce pas, le vœu sincère de la MONUSCO de voir ces accords donc, respectés par les différents signataires, mais surtout saluer les efforts diplomatiques déployés en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région, les efforts récents, des processus en cours, et juste réaffirmer également que la MONUSCO est disponible et prête à soutenir la mise en œuvre de ces engagements en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Et c'est exactement le mandat que lui confie le Conseil de sécurité le 19 décembre dernier, qui est la résolution 2808, justement. Et cette résolution confirme l'importance de la MONUSCO à assister la République démocratique du Congo dans la protection des civils, comme toujours comme priorité, mais également le respect, bien sûr, de la mise en œuvre de la résolution 2773, comme vous le savez. Mais peut-être que cette fois-ci, après le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu, il y a dans cette résolution-là, justement, une directive, notamment sur la participation au mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu.
Donc, il y a un point d'entrée qui permettrait justement de contribuer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent. Donc, le mandat de la MONUSCO couvre le suivi, la surveillance et la vérification du cessez-le-feu. Il ne s'agit pas de prendre en charge la sécurité ou l'administration des villes. C'est ainsi que la MONUSCO, bien sûr, ne se déploiera pas pour sécuriser Uvira, comme l'avait demandé l'AFC M23, c'est évident. La MONUSCO ne dispose actuellement pas de mandat pour un retour en force. Comme je l'ai dit, ça se limite à cette contribution au suivi et au monitoring du cessez-le-feu. Voilà, donc nous soutenons au nom de la MONUSCO tous ces efforts régionaux et internationaux qui visent à opérationnaliser les cadres de suivi et se donner le maximum de chances justement pour que les signataires et les acteurs sur le terrain puissent respecter, avec la participation donc, de tous les acteurs qui sont invités, que ce soit dans le mécanisme conjoint de vérification élargi plus également, et les autres, bien sûr, les autres mécanismes qui sont mis en place pour se donner le maximum de chances de réussite. Voilà. Il ne s'agit pas pour la MONUSCO d'imposer la paix. Aucun moyen pour entrer dans l'imposition de la paix. Bon, encore une fois, la MONUSCO agit sur base des résolutions qui lui sont confiées. Donc le mandat est un mandat qui a été voté à l'unanimité par les membres du Conseil et qui ont demandé qu'à la fin du mois de mars, le secrétaire général revienne devant le Conseil pour faire le point sur l'exercice justement qui a été fait depuis que ce mandat a été donc donné au mois de décembre. Donc ça fait 3 mois d'exercice qui vont pousser justement le Conseil à devoir discuter à l'interne. Donc encore une fois, nous dépendons du mandat que nous recevons. Merci. Monsieur Bochombe, vous êtes société civile et quelle est votre lecture de tous les accords et quelle est la profession de foi qui est la vôtre ce soir? Merci. Je voudrais dire que la population, surtout celle qui vit au quotidien ces affres, elle suit au quotidien la signature des accords, avec pompe, mais que sur le terrain, il n'y a pas vraiment beaucoup de retombées. C'est-à-dire que la situation continue peut-être à s'empirer et elle se pose autant de questions: à quand le retour chez moi, à quand le retour dans mon village. Alors, je voudrais aussi toucher la question, parce que vous l'avez su bien poser, mais il y a la résolution 2773, mais également la résolution 2808 qui donne mandat à la MONUSCO et d'ailleurs qui met en place la force d'intervention, comme ce fut en 2013. Certes qu'au niveau du Sud, cette force allait s'appliquer ou agir même dans des espaces où la MONUSCO s'était déjà désengagée. Alors, pour bien répondre à votre préoccupation, je pense qu'il faut des mécanismes de suivi, n'est-ce pas, qui soient suivis, donc d'abord des mécanismes de suivi qui soient accompagnés par des sanctions lorsque les engagements ont été violés. Parce qu'on signe des engagements, mais 2 jours après, on fait autre chose, on viole ses propres engagements. Je crois qu'il faut aussi associer les communautés et la société civile, n'est-ce pas, dans ces mécanismes de suivi au niveau de terrain. Il ne faut pas rester seulement sur le plan politique et diplomatique. Et donc, il y a aussi, je vais dire, la posture de certaines structures comme la MONUSCO. Je crois qu'il faut une certaine posture proactive. Voyez-vous, une posture proactive pour rassurer la population, surtout sécuriser. On parle de la protection des populations civiles dans ces entités qui sont, n'est-ce pas, occupées par nos agresseurs. Alors, je voudrais aussi insinuer le fait qu'il faut donner un rôle, n'est-ce pas, aux communautés locales, pour que ces communautés puissent identifier et faire des monitorings et donner des informations fiables qui puissent permettre aux enquêteurs et même à la justice d'accéder aux informations, n'est-ce pas, pour
se faire une idée sur des évidences. Voilà ce que je peux dire à ces niveaux par rapport à ces Au niveau de la société engagements. civile, il y a eu quand même une organisation pour faire face à l'agression. Au niveau de la société civile, est-ce qu'il y a eu des mécanismes de solidarité que vous avez mis en place pour aider certaines personnes, nonobstant l'occupation? Alors, nous avons essayé un peu de travailler avec le gouvernement pour la sécurité de certains compatriotes qui étaient en difficulté. Et pour ça, je dois dire merci au gouvernement qui a un peu appuyé certains acteurs. La solidarité, oui, nous l'avons fait, que ce soit à Uvira, à Bujumbura et même dans les zones occupées, parce que nous avons collecté de vivres et non-vivres pour appuyer nos compatriotes là-bas, mais ce n'est pas suffisant ce qui a été fait. Nous avons fait une mobilisation aussi pour alerter l'opinion nationale et même la diaspora sur le drame qui se passe à l'est de notre pays. Et nous avons mis en place un comité de crise pour la paix et la sécurité qui a été appuyé aussi par le gouvernement par rapport à tout ce que nous avons pu organiser dans l'entretemps. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup plus touché, c'est par rapport au pillage des ressources naturelles. Parce que là, nous avons organisé un forum, disais-je, un dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes des conflits, mais également le forum sur les enjeux socio-économiques et miniers de tous ces accords qui sont en train d'être signés. Donc il y a tout un package d'activités qui sont en train d'être réalisées par la société civile. La paix va arriver? Nous espérons vraiment que la paix va arriver si il y a des sanctions contre ceux qui ont signé mais n'obtempèrent pas à leurs propres engagements. Parce que la bonne foi, on ne la voit pas en réalité de l'autre côté. Alors, si aussi on peut les contraindre par la force et par la pression diplomatique, nous pensons que ça nous permettrait demain de fouler nos pieds au nord Kivu, au sud Kivu. Merci. Madame Pauline, vous êtes pour c'est les femmes, c'est Marche mondiale des femmes. Dites-nous, la même question reste, hein, mais vous nous dites un tout petit peu la perception que la Marche mondiale des femmes a de cette guerre, parce que la femme est au cœur de tous les effets négatifs de la guerre. Elle est la victime et en même temps, elle est aujourd'hui peut-être oubliée. Quelle est votre lecture et surtout, croyez-vous au retour de la paix? Merci beaucoup. Nous croyons au retour de la paix en tant que femmes. Et nous croyons à toutes les initiatives que le gouvernement est en train de prendre pour qu'il y ait la paix. Mais la paix ne reviendra que si chaque partie prenante jouait réellement son rôle. Nous, en tant que femmes, on s'était dit, on a trouvé qu'il y a eu des accords et des accords signés sans pour autant avoir la paix. On a entendu parler d'un sommet au niveau de Lomé qui était organisé il y a de cela 10 jours. En tant que femmes, nous nous sommes dit, nous devons aller voir encore qu'est-ce qui sera dit dans ces sommets-là parce que nous sommes fatigués des accords, des signatures sans pour autant que ces accords-là soient mis en œuvre et rencontrer la réalité du terrain. Nous avons donc bousculé pour aller représenter la société civile au niveau du sommet de haut niveau qui était à Lomé. D'ailleurs, là, je profite de demander une audience à Madame la Première ministre pour venir lui restituer ce qui a été dit et nos propositions. Vous y étiez quand même? Oui, nous étions à 3 avec les collègues qui sont dans la salle. Très bien. Et à ces sommets-là, nous avons trouvé que si le Congolais, nous-mêmes Congolais, nous ne prenons pas en charge notre destinée, ce ne sont pas les accords là de Washington, de Doha, de l'Union africaine qui viendra terminer la guerre à notre place. Ce sont juste des accords, oui, formellement politiques, mais la mise en œuvre, ils ne tiennent pas vraiment compte de la mise en œuvre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a trouvé que ce que l'Union africaine a organisé, c'était un autre accord au-delà de l'accord de Doha et de Washington. Au moment où nous sommes vraiment fatigués de chaque jour des signatures, ils ont même fait une architecture de médiation. Eux-mêmes, ils ont établi cette architecture-là sans pour autant que les gouvernements congolais participent à cette proposition de l'architecture. Ils ont établi un programme pour la
paix à l'est de la RDC, sans pour autant même le gouvernement congolais participe à l'agenda, à la réalisation de cet agenda-là. Et notre présence en tant que société civile dans ces assises a été un étonnement devant tous les participants. Ils ont dit c'est vraiment ça qui manquait, c'est vraiment la présence des femmes qui manquait, des femmes de la société civile qui manquaient dans ce genre des assises. Et c'est comme ça que moi, je dis encore que vraiment nous croyons à cette paix-là durable. Mais si au moins chaque partie prenante, chaque Congolais, Congolaise s'y mettait, le gouvernement s'y mettait à sa place et fait correctement son travail, la société civile, les organisations internationales, la communauté internationale et même le Rwanda, nos agresseurs, si au moins ils respectaient les accords qu'ils sont en train de signer, je crois que la paix sera en RDC. Merci beaucoup, madame. Merci. Ceci nous amène au gouvernement, au ministre de la Communication. Et d'ailleurs, ce sera le dernier mot de ce panel, parce qu'il faudra nous dire si la voie que le pays a empruntée, la voie de la paix par les accords, cette voie est-elle soutenue? Peut-on encore continuer à lui faire confiance? Ou au nom de la mémoire, on peut changer parce que nous sommes un pays souverain. Monsieur le ministre, faites-nous le point très rapidement du niveau des accords, où est-ce que nous en sommes. Ensuite, dites-nous si nous continuons à croire en cela ou sinon il est possible que les peuples se prennent en charge autrement. Monsieur le ministre, c'est la fin de ce panel. Merci. Mais si nous n'y croyons pas, on n'aurait pas signé. Et il n'y a pas dans l'histoire une guerre qui se termine sans traité ou sans accord. Je crois qu'ici, peut-être que les uns les autres ne réalisent pas la complexité de la crise et les réponses que nous voulons y apporter. Je soutiens la prophétie dite tout à l'heure par mon collègue Paluku pour dire que c'est la dernière fois. Si on doit rappeler une petite histoire, vous allez voir que le Rwanda, à intervalles réguliers, a eu des fils à des têtes différentes. On peut rappeler l'AFDEL, on peut rappeler les CNDP, on peut rappeler les RCD, on peut rappeler les M23, les M23. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée du Rwanda de construire son économie sur la base de l'instabilité dans l'est de la RDC. Je dois rappeler ici que cette guerre, c'est une guerre qui faisait avec intermittence, et puis il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Il y avait une forme de complaisance il y a quelques années où on laissait faire le Rwanda construire son économie, exporter sa corruption à travers tous les circuits d'approvisionnement illicites qu'il y avait dans l'est de notre pays. Je dois rappeler que le président de la République, peu après son arrivée aux responsabilités, août 2019, a été l'un des acteurs qui ont permis de réconcilier le président rwandais et les présidents ougandais. C'est une illustration pour dire que nous avons fait le choix de la paix dès le premier jour. Mais lorsque, pour des motivations qui sont celles de la prédation, on vous l'impose, parce que 21 juin 2021, nous étions à Goma, où la veille, le président de la République s'est rendu à Rubavu-Gisenyi pour voir les conséquences de l'éruption du Nyiragongo. Donc en réalité, s'il y a une contrainte que nous avons avec le Rwanda, c'est une contrainte naturelle. Quoi qu'il en soit, nous devons aujourd'hui construire un modèle de paix et d'économie qui nous permette de faciliter la vie aux citoyens des deux pays. Je rappelle encore ce que le président de la République dit souvent, parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Notre problème, c'est les régimes rwandais qui, à travers la guerre, veulent continuer à travers le massacre à construire notre économie sur notre dos. Alors, Willy Kalenga, ce qu'il faut savoir, c'est que dans aucune discussion, dans aucune négociation, nous avons lésiné sur ce que nous on appelle ligne rouge. Première ligne rouge, intégrité territoriale. Deuxième ligne rouge, souveraineté sur nos minerais. J'ai aimé l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur, c'était par mon collègue Paluku, sur la production de l'or. En réalité, cette guerre a repris pourquoi? Parce qu'au-delà de notre engagement pour la paix clairement assumé, parce que nous étions à Goma,
le président de la République était disposé pour avoir les accords basiques qui facilitent les déplacements de population et pourquoi pas aller plus loin avec un MOU qui permette à notre société Sakima et à la société rwandaise d'entrevoir de possibilités de coopération. Mais c'est évident que le modèle de la transparence n'est pas le modèle qui correspond aux attentes du président rwandais. S'il a quitté 70 millions de dollars à 2 milliards de dollars, il est évident que les Congos, c'est son beefsteak. Mais l'avantage que nous avons ici, dans cet accord, l'accord de Washington d'abord, je dois rappeler qui est le prolongement de ce que nous avons commencé à Luanda et qui a été saboté le 15 décembre 2024 parce que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Lorsque vous lisez cet accord, on cristallise les conflits parce que le Rwanda n'avait jamais admis être en guerre avec la RDC. Bon, on voit déjà que parce qu'Arcélé pressé, leur ambassadrice a reconnu qu'ils sont en RDC. Aujourd'hui, nous avons un accord qui se cristallise, y compris les lignes rouges et les responsabilités. Maintenant, nous voulons clore une guerre de 30 ans. Elle ne peut pas se clôturer simplement parce que nous voulons la clôturer, parce que pour danser le tango, on doit être à deux. Il est évident que toutes les signatures que nous avons eues, toutes les évolutions diplomatiques qu'on a eues, contrarient le président rwandais. La preuve, il parle sans arrêt, et lorsqu'il parle, il débite de choses inacceptables pour un chef d'État. Ça veut dire qu'il est dans une posture d'énervement. Donc, ça prend sûrement du temps, mais je crois que la stratégie que nous lui avons opposée lui permet aujourd'hui d'avoir les débuts et la fin de ses aventures dans notre pays. Je dois rappeler que notre stratégie, et la Première ministre, elle est là, repose sur 5 piliers. On a le pilier militaire, le front militaire, le front diplomatique, le front économique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Sur le front militaire, je crois que beaucoup, lorsqu'ils parlent notamment de notre armée, ne sont peut-être pas suffisamment informés. D'abord, les problèmes ou les progrès que nous faisons pour nos forces armées depuis la prise de fonction du président de la République, des efforts de ce type n'ont jamais été consentis. Je prends un exemple, je suis parlementaire, c'est depuis 2012 qu'on parle de la loi de programmation militaire, c'est en 2022 que nous l'avons adoptée. Parce que là, au moins, nous avons un document stratégique qui nous permet de financer l'armée comme il faut qu'elle se finance. Première chose. Deuxième chose, jamais le Rwanda n'a perdu autant de militaires dans un conflit en RDC. C'est parce qu'au Rwanda, il existe l'omerta, où on ne peut pas parler, on n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Mais lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch, ou vous regardez ces reportages faits par une National Broadcasting Channel, une chaîne américaine, vous voyez que les cimetières grossissent sans arrêt. Mais vous pensez que ces cimetières grossissent pourquoi? N'eût été la bravoure de nos militaires, peut-être que nous ne serions pas en train de discuter en ce moment. Donc il est important que les uns et les autres, bien au-delà de notre démocratie, que lorsqu'il s'agit des questions militaires, qu'on prenne les reculs qu'il faut. Au plan de la diplomatie, n'oublions pas que le président rwandais n'a jamais autant perdu en termes d'image ou en termes de considération ses propres alliés. Simplement parce que nous lui avons opposé une stratégie diplomatique claire qui repose sur un narratif clair. Au plan économique, vous avez suivi que nous avons amorcé une action contre Apple. Ce n'est pas seulement la seule entreprise, et d'ailleurs avec le ministre Mukoko, le ministre ici de la Justice ici dans la salle, nous travaillons pour que ces end-users, nous étions à Genève avec la Première ministre pour voir dans quelle mesure tous ceux qui profitent, y compris actuellement, de ces trafics illicites, puissent cesser de s'approvisionner sur de minerais qui viennent de massacres. Et puis nous avons le front judiciaire. Point n'est besoin de le rappeler, nous étions à la cour d'Arusha, nous sommes à la cour d'Arusha, et les Rwandais sera tenu responsable parce qu'il est hors des questions que ces crimes continuent de se perpétuer. N'oublions pas, Willy, depuis 30 ans, on n'a jamais eu une commission internationale d'enquête. Nous étions en février de l'année dernière avec la Première ministre à Genève. On a obtenu 2 résolutions à l'unanimité du Conseil des droits de l'homme pour qu'il y ait non seulement une mission d'établissement de faits, mais qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Et donc, je vais terminer
sur le point qui concerne maintenant les médias, le front médiatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre hybride où malheureusement, notre démocratie est subtilisée par le réseau rwandais. Au Rwanda, il n'existe pas de contradiction. Au Rwanda, aucun Rwandais ne peut se permettre de relayer le discours de la première ministre Judith Suminwa. Mais pourquoi nous prenons plaisir à partager le poison qui vient du Rwanda? Parce que toutes les informations qui d'ici, dans notre opinion, n'ont pour objectif que de nous diviser. Et lorsque vous avez vu que leur stratégie du poison n'a pas fonctionné sur Uvira, ils ont sorti une deepfake, une vidéo du président Trump s'exprimant d'une certaine manière sur le président ou appelant les Congolais à se réveiller. Et parce que nous avons la vigilance qu'il faut, cette vidéo n'a pas produit les effets escomptés. Pourquoi? Parce que nous comptons justement sur la responsabilité des Congolais partout où ils se trouvent pour que nous puissions nous tous contribuer à préserver, comme l'ami de la société civile l'a dit dans les panels précédents, c'est que nous avons de plus précieux. Alors Willy, au-delà de la documentation qu'on a faite tout à l'heure, il y a cette question de la transplantation des populations, il y a cette question où on attaque nos chefs coutumiers. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la part du Rwanda de perpétuer et d'enraciner ces conflits, de sorte que lorsque la paix sera conclue, qu'ils soient en mesure de continuer d'avoir le relais. Et vous pouvez compter sur nous sur cet aspect, ils n'auront aucun espace. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment. Et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc, il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Merci. C'est vraiment le porte-parole du gouvernement. Merci. Nous arrivons donc à la fin de ces deux panels parce qu'on les a raccourcis. Permettez-moi rapidement de dire ce que j'en pense, quelle est ma propre leçon. Une chose est certaine, la vocation des puissances de notre État a été établie aujourd'hui. Nous avons un État qui a pour vocation de devenir puissant. Mais c'est une puissance qui est basée sur des valeurs éthiques, morales et humanistes. Voilà le Congo qui a été aujourd'hui décrit. La guerre et l'occupation n'ont pas entamé cette marche vers le progrès. C'est une étape de notre histoire, mais ça n'empêchera pas le Congo de devenir puissant et de devenir en réalité ce pays solution tant rêvé par nos autorités. La paix est notre idéal et les accords sont signés, mais les accords ne privent pas le Congo de voir son armée monter en puissance. Parce qu'il fait ce soir, c'est un jour de mémoire, un jour de solidarité avec ceux qui ne bénéficient plus aujourd'hui de ce que le gouvernement donne au quotidien, cette sécurité. Nous allons donc ensemble, dans nos maisons, en tant qu'individus, en tant que communauté, penser à ceux qui sont à Goma.
La pensée est une puissance. Quand elle est orientée vers le... Demander à notre madame la Première ministre, c'est moi qui vais l'appeler pour qu'elle vienne. Elle ne m'a pas dit. Je vous en prie. On me prive de vous appeler madame. Je voudrais donc vous remercier et demander à tous les panélistes de regagner leur place. Merci Willy Kalingai, mais il ne faut pas me voler la vedette ce soir. Donc, avant d'inviter respectueusement la Première ministre, chef du gouvernement, évidemment, à prononcer son mot de clôture concernant cette conférence, cette journée de mémoire, je voudrais inviter toute l'assistance, justement, à écouter l'hymne de Congolais Téléma. Congolais Téléma est un programme diffusé sur la radio-télévision nationale congolaise, dont je salue la présence de la directeure générale, Madame Sylvie Elengue, également du DGA, Adolphe Voto. C'est un magazine d'éveil patriotique qui invite le Congolais justement à connaître l'histoire du Congo, à défendre le Congo et surtout par rapport à cette période très critique qui dure depuis 30 ans. Je rappelle que le programme, il est produit au niveau de la radio-télévision nationale congolaise du lundi au vendredi, dont l'objectif est une mobilisation, une sensibilisation de tout le peuple congolais face justement à cette agression injuste imposée à la partie est de la République démocratique du Congo. Tous, je vous invite à suivre religieusement l'hymne national et pour paraphraser la Première ministre, alors Congolais Totelema, l'hymne Congolais Téléma. C'est un point culminant et décisif de l'histoire du peuple congolais. L'indifférence n'est plus une option. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Compatriotes, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Téléma. Jamais. Maman faut te Téléma pour les alikambo ya mabele. Ça suffit. Pour nos 2 345 410 km², la résistance s'impose. Chassons l'agresseur et libérons nos terres occupées. Libérons Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi, Kalehe et Bukavu. Ezali Kamwama Bele. Téléma, exprimons l'amour et la solidarité envers nos compatriotes de l'Est. Je vous appelle à la résistance. La RDC ne tombera jamais. Évidemment, nous saluons également la présence de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, parce que justement, à cette époque, elle avait créé, à travers son ministère, la campagne Tozar et Longo Nafardc pour soutenir nos brillants militaires au front. Avec votre autorisation, Madame la Première ministre, je vous invite respectueusement pour votre mot de clôture dans cette conférence Journée de mémoire. Merci. Le 26 juin 2024, 2 semaines après mon investiture par l'Assemblée nationale, j'ai foulé Goma pour ma première itinérance
en tant que Première ministre. La terre vibrait, des regards parlaient, et dans le tumulte des espoirs retenus, j'ai compris que gouverner commence par écouter. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux. Celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, à l'occasion de cette journée de mémoire, pour saluer la résistance, la résilience et l'attachement profond à l'unité nationale, à mes frères et sœurs congolais, à la jeunesse à venir du pays, mon serment silencieux reste le même. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du monde académique, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers jeunes de la République démocratique du Congo, représentés ici par nos chers étudiants et étudiantes de l'Académie des Beaux-Arts. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime en ce jour de mémoire et non de rappel de la douleur pour celles et ceux de notre peuple dont la vie a été arrachée dans les conditions effroyables, dans des champs, dans des camps de déplacés, dans des hôpitaux, dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail. Il nous rappelle des existences interrompues, des familles durablement marquées et une nation confrontée à l'épreuve la plus exigeante de son histoire récente. Ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration. C'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, où qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. La mémoire n'a de sens que si elle demeure exigeante, responsable et tournée vers l'avenir. Cette journée de mémoire s'inscrit dans une continuité historique profonde. Elle fait écho au sacrifice des martyrs de l'indépendance que notre pays a honoré plus tôt ce mois-ci. Hier, comme aujourd'hui, il s'agit d'une même exigence de dignité, d'un même refus de la domination et d'une même volonté de rester maître de notre destin. La mémoire des martyrs de l'indépendance éclaire la mémoire des victimes de la guerre actuelle et rappelle que la souveraineté de la République s'est toujours construite dans l'épreuve, le courage et la fidélité à la nation. Mais c'est aussi une journée pour remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au niveau national et international pour que nous puissions finalement avoir la paix. La guerre que traverse notre pays n'est pas accidentelle. Elle procède, cela a été dit, d'une stratégie pensée et planifiée menée par le Rwanda et ses supplétifs dans le dessein d'occuper une partie de notre territoire et de poursuivre une entreprise de prédation. Cette guerre vise le sol et le sous-sol de la République, mais elle vise surtout les vies, les foyers, les équilibres sociaux et l'avenir même de notre nation. Pourtant, ni les armes, ni les bombardements,
ni les tentatives de gouvernance par le crime ne sont parvenus à briser ce qui fait la force profonde de la République démocratique du Congo et notre unité nationale. Et face à l'épreuve, notre peuple n'a pas cédé à la résignation. Cette résistance s'exprime sous de formes multiples. Elle est portée par le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo, engagés avec courage et discipline dans la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations civiles. Elle est portée également par le gouvernement et nos diplomates qui, dans les enceintes régionales et internationales, et même nationales, défendent sans relâche la vérité des faits, la souveraineté de la République et le droit de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Elle est enfin portée par toutes celles et tous ceux qui, dans les villes, les villages, les familles et les communautés, refusent la soumission, tiennent debout et résistent à l'épreuve, avec ou sans armes, dans la fidélité à la République. En honorant la mémoire de nos morts, nous affirmons surtout notre détermination à rester debout, comme au premier jour de cette guerre, pour la défense de notre patrie. Cette détermination s'inscrit dans l'engagement constant, impulsé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui assume avec fermeté et responsabilité la conduite de la nation dans cette épreuve historique. Dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo, la mobilisation est totale et doit être totale. Elle se déploie sur les fronts militaires. Monsieur le ministre de la Communication l'a dit, elle se déploie sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, économique et médiatique. Cette mobilisation engage la République tout entière, car chaque vie arrachée, chaque foyer déplacé et chaque avenir interrompu appelle l'État à l'exercice de sa responsabilité la plus essentielle, celle qui est la protection de la vie de nos concitoyens et notre souveraineté. Je voudrais particulièrement saluer la mobilisation des Congolaises et des Congolais de partout dans le monde qui ont répondu à notre appel dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Artistes, sportifs, journalistes, intellectuels, citoyens engagés ou pas, où qu'ils se trouvent dans le monde, ont fait entendre leur voix pour défendre la République, dénoncer l'agression et affirmer leur attachement à l'intégrité territoriale de notre pays. Cette mobilisation digne constitue un ferment essentiel de notre victoire et de notre engagement collectif à protéger, au-delà de nos différences et de nos convictions, ce que nous avons de plus précieux, notre nation. Au contact des Congolaises et des Congolais, dans les différentes provinces du pays, j'ai vu une même lucidité et une même force morale. J'ai vu des populations éprouvées, des hommes et des femmes qui refusent la peur, qui refusent la division et qui tiennent debout, souvent dans le silence, avec une dignité qui honore la République. Notre engagement ne se limite pas à faire taire les armes. Il vise à ce que justice soit rendue. Justice pour celles et ceux qui sont tombés. Justice pour celles et ceux qui ont été déplacés. Justice pour toutes les existences dont la trajectoire a été brisée par cette guerre. La paix ne peut être durable que si elle repose sur la vérité, la responsabilité et le refus de l'impunité. Des étapes majeures ont été franchies dans cette direction. L'entérinement le 4 décembre 2025 des accords issus du processus de Washington a permis de poser un cadre structuré
et une perspective crédible vers la paix. La République démocratique du Congo demeure pleinement engagée à honorer ses engagements dans le respect du droit, de la souveraineté nationale et de la dignité des victimes. Cette mémoire que nous portons aujourd'hui n'est pas un regard tourné vers le passé. Elle est une vigilance, elle est une exigence. Elle est un appel à ne jamais relâcher l'effort, à ne jamais banaliser la guerre et à ne jamais dissocier la défense du territoire de la protection des vies humaines. Les échanges qui ont marqué cette journée de mémoire ont permis de mesurer avec gravité et lucidité l'ampleur des souffrances endurées, mais aussi la profondeur du courage et la force du lien national. Ils ont rappelé que la mémoire est un acte politique au sens le plus noble, parce qu'elle engage l'État, les institutions et la nation dans une responsabilité partagée. À travers cette journée, le gouvernement réaffirme ses engagements: défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Soutenir les forces armées dans leur mission régalienne. Protéger les populations, quelle que soit leur appartenance ethnique. Poursuivre sans relâche l'action engagée sur tous les fronts. Faire prévaloir la vérité des faits, lutter contre l'impunité, œuvrer pour une paix juste, durable et respectueuse de la dignité humaine. Ces engagements s'inscrivent dans une action continue, assumée et coordonnée, conduite sous l'autorité du président de la République avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation et la protection de nos concitoyennes et concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. À l'issue de cette journée de mémoire, j'invite chacune et chacun à un temps de recueillement. Un recueillement digne pour honorer les vies perdues. Un recueillement respectueux pour les familles éprouvées. Un recueillement responsable pour transformer la mémoire en vigilance, en engagement et en fidélité aux valeurs qui fondent notre République. Se souvenir, c'est refuser l'oubli. Se recueillir, c'est refuser l'indifférence. C'est célébrer la résistance, la résilience et l'attachement à l'unité nationale. Et demeurer unis dans la mémoire, c'est affirmer que face à la guerre, la nation congolaise reste debout, consciente de son histoire, déterminée dans son combat et résolue à préserver son avenir. Sur ce jeudi, Congolais, Téléma, Ezali Kambo Yamabele. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et par ces propos justement de la Première ministre, chef du gouvernement, que nous allons passer à la deuxième étape de cette journée de mémoire qui est celle de l'exposition photo. Évidemment, je vais inviter le ministre de la Communication d'être le chef de la délégation, de conduire la Première ministre, chef du gouvernement, accompagné évidemment des membres du gouvernement, mais également des honorables députés et sénateurs. Une photo de famille d'abord? D'accord. Les panélistes. Une photo de famille, tous les panélistes ou bien par... voilà, tous les panélistes s'il vous plaît, pour la photo de famille.
Mesdames et messieurs, merci de la confiance à la Radio-Télévision nationale congolaise. Vous venez de suivre ces différents exposés, mais surtout la clôture par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui avait pour commencer ouvert ces moments de réflexion, ce moment de mémoire. Cette journée rappelle, elle n'a pas été choisie au hasard. Vous vous souvenez que l'année dernière, les forces rwandaises sont entrées dans la ville de Goma, commettant plusieurs massacres, pillant. Et donc, on a retenu ce jour pour que les Congolais se souviennent. Et cette journée de mémoire a été caractérisée par le programme que vous avez suivi tout à l'heure. Il y a eu plusieurs panélistes. On a parlé des processus de paix, mais aussi des questions économiques ont été abordées, les questions humanitaires. Vous avez suivi l'engagement du gouvernement de la République à travers tous les panels. Le gouvernement est déterminé, sous le leadership du président de la République, mais aussi de la première ministre Judith Suminwa, dont le discours en dernier lieu a rappelé la détermination de chaque citoyen, la détermination du gouvernement de la République pour redonner la paix durable à ce peuple de la République démocratique du Congo. À présent, la première ministre en tête, la délégation va se diriger dans cette autre salle pour ce recueillement ou cette exposition des différentes photos, ces photos qui rappellent la cruauté de ceux qui se sont invités sans autorisation sur le territoire de la République démocratique du Congo, les Rwandais bien entendu, sous le leadership de leur maître Paul Kagame, le père comme le ministre de la Communication et Médias à l'appel, et les fils, le M23, ce fils a plusieurs têtes, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, l'a rappelé tout à l'heure, depuis l'AFDL, le CNDP, mais bien avant il y avait le RCD et puis le M23 à plusieurs reprises, M23 1, M23 2, c'est toujours le même procédé, mais heureusement cette fois, la République démocratique du Congo, avec Félix-Antoine Tshisekedi en tête, a pris le leadership de cette diplomatie agissante et partout dans le salon où Kagame se faisait passer pour le donneur de leçons, il a rencontré la puissance de la diplomatie déployée par Félix-Antoine Tshisekedi. Il est de plus en plus déplumé et comme vous l'avez entendu dans les différents panels, l'image de Kagame n'a jamais été écornée, que c'est le cas cette fois, et que la détermination de la République démocratique du Congo est saine et surtout elle ne faiblira jamais tant qu'une portion du territoire national ne sera pas tant qu'aucune portion de la République démocratique du Congo sera libérée. C'est donc un engagement, c'est donc une détermination qui fait que dans les moindres détails, dans les faits et gestes de chaque citoyen, il faudrait que ce patriotisme se manifeste, il faudrait que cet engagement soit visible. L'appel est donc lancé, la première ministre dans son discours appelle chacun à manifester cette détermination, se souvenir, se recueillir. Se souvenir, ce n'est jamais oublier. Ça, c'est un devoir citoyen, un devoir patriotique. Nous ne devrions pas oublier ce qui s'est passé, mais il a été aussi rappelé au cours de ce panel. Les questions de justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a rappelé que rien ne sera oublié. Et les crimes qui sont en train de se commettre dans l'Est de la République démocratique du Congo sont des crimes imprescriptibles. Et pour ce faire, ils peuvent être jugés aujourd'hui, demain ou après-demain, mais une certitude est là. Ces crimes seront jugés d'une façon ou d'une autre et à un moment ou à un autre. Et la justice de la République démocratique du Congo s'est donné des outils suffisants pour prendre en charge toutes ces questions, tous ces dérapages de droits enregistrés au cours de cette guerre barbare imposée à la République démocratique du Congo. En tout cas, mesdames et messieurs, ces moments seront répétitifs. Je crois que l'année prochaine, à la même époque, la même date, les questions sur la journée de mémoire va revenir en force parce que nous avons le devoir de nous souvenir et cela a fait en sorte que nous nous rappelions toujours de ce qui a été fait et comme cela, les enfants qui nous regardent, ceux qui suivent la radio-télévision nationale congolaise vont se déterminer et prendre des positions qui gardent la République démocratique du Congo en situation de réagir à n'importe quelle attaque et à n'importe quel moment.
Mesdames et messieurs, c'est à présent en lui le moment pour de dire ce recueillement. le Congolais est celui qui entre en lui pour vouloir amener ce qui sort au fond de lui pour vivre dans la paix. Les Congolais peuvent créer de toutes pièces, d'abord en commençant par soi-même, pour arriver à ressortir ce qu'il y a de mieux, ainsi vivre dans un monde meilleur. Et de cette création, nous allons sur les champs de bataille, où un certain 27 janvier 2025, nos familles à Goma n'ont pas su supporter, voir les leurs tomber et chercher au moins des solutions pour les enterrements. Cette photo est prise vers le port de Goma, où la maman regarde impuissante devant un corps inerte. Elle n'avait que pagne pour couvrir et espérer voir plus tard cette personne-là être enterrée. Et pendant la guerre, tout le monde a pris différentes directions. Ceux qui ont pris le lac pour éviter de cohabiter avec ceux qui venaient avec des idées qu'ils ne supportaient pas. On a détruit les maisons, mais les gens ont cherché par tous les moyens, à pied, dans les lacs. Des bus ont été même brûlés quand les gens étaient en train de fuir. Et la maman congolaise, soucieuse de sa famille, a tout fait pour se surpasser, prendre un enfant avec un peu de matelas, garder l'unité de cette famille-là pour un lendemain inconnu, à la recherche toujours du bien-être. Et au fur et à mesure que nous avons vécu cette période de guerre, cette femme s'est vue une fois obligée d'être violée par son enfant. C'est un témoignage vivant que nous avons en live. On a dit à son enfant, si maman, tu ne veux pas mourir, accepte que ton enfant fasse l'amour avec toi. Et ça s'est passé dans l'école avant la destruction des écoles par les occupants. Bushagara, Mugunga, makambi zote zilikuwa ndani ya vile ya Goma. Unajua wakati tulikuwa mkambi, tulikuwa tunapana matemoignage mbalimbali juu ya vitendo vya mubaya vyenye viko afanyizia. Plus tard, nous allons ici découvrir une œuvre d'espoir. Cette œuvre n'est pas tirée de la récente guerre. C'est une conception artistique de l'Académie des Beaux-Arts, où cet artiste dit: en dépit de toutes les souffrances, la femme croit à l'espoir et voit son avenir radieux. D'où il faut regarder d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Alors elle s'expose devant cet espoir de voir la vie en se regardant de soi. Et là, vous verrez, pendant la fuite, même des personnes vivant avec handicap, ne sachant pas par où passer, sont quand même sortis de leur maison pour chercher un refuge quelque part. Ces enfants ont été victimes des balles. Innocemment, peut-être dormant dans la maison, mais ils ont été atteints par des balles. La même chose, même les personnes qui étaient sous les soins se sont vues privées immédiatement des soins à cause de la barbarie qui est en train de se passer chez nous. Mais cela n'a pas empêché que l'on croit, qu'on dise le lendemain peut être meilleur. Cette résilience, en dépit de nos blessures, nous pouvons jouer, nous pouvons chercher comment nous rendre utiles. Ces tableaux nous démontrent une sorte, oui, on souffre, mais on est résilient pour un futur qui est certainement celui que nous attendons tous. Et chacune des légendes que nous avons mises, ce sont des légendes assez poétiques qui essayent de nous montrer qu'il faut toujours croire à un avenir radieux pour la République démocratique du Congo. Et il est vrai que après la chute de Goma, plus de 10 000 morts en 3 jours. Les morgues ont été débordées et la Croix-Rouge, avec l'appui du CICR, a pu faire en ce que nous puissions éviter qu'il y ait des maladies issues de la décomposition des corps. Elle s'est mise à enterrer de manière sécurisée et digne nos morts.
pour éviter que plus tard, nous ne puissions perdre leurs traces. Et vous allez voir avec moi la personne qui a été victime des balles est prise en charge les premiers soins grâce à une intervention volontariste des organisations de la santé. Et là, je peux dire, j'ai vécu cette scène avec ce monsieur à l'hôpital provincial. Dieu merci, quelques temps après, elle s'est remise de ses plaies parce qu'elle a été prise en charge grâce bien sûr au convoi sanitaire. Rappelez-vous que votre gouvernement avait envoyé des produits sanitaires pour la prise en charge des hôpitaux qui étaient débordés à tous les degrés. Et ça, c'est une des réponses. Et ici, au cimetière des litiges, à l'Institut technique industriel de Goma, a été mis ce qu'on appelle de fosses sécurisées dans le cadre de l'EDES. Le CICR a voulu éviter que si plus tard, les gens s'est réveillés pour dire « nous avons perdu les nôtres ». Sur base de techniques d'enterrement digne et sécurisé, il y a des acronymes qui peuvent permettre soit l'exhumation, soit quelqu'un qui peut réclamer avoir perdu une des personnes sans trace. Et ce site est au moins bien situé juste sur la route de l'aéroport international de Goma. Et pour le moment, il n'est pas encore détruit. Pour le moment. C'est sûr qu'il peut vouloir... et l'on a vu le Congolais qui a espoir d'avoir un lendemain meilleur. En dépit de nos pleurs, en dépit de nos souffrances, nous pouvons quand même espérer, nous pouvons rêver. Et c'est ce rêve-là qui est aujourd'hui en train de nous être transmis par vos multiples engagements pour que la paix redevienne. Et c'est une inspiration d'un artiste local que nous avons voulu faire dans cette exposition. Pendant que ceux qui étaient dans des camps des déplacés avaient même dit que même si vous nous chassez de nos terres, nous sommes le Congo. Personne ne nous ravira nos terres. Ce sont des photos qui sont originales, mises sur les bâches des déplacés des guerres dans les différents camps qui ont été autour des Goma. Et les enfants faisaient des maquillages pour dire « libérer le Congo », ce qui est, nous allons voir ici dans le Free Congo, ainsi de suite. Et ici d'ailleurs, l'enfant, nous nous rappelons dans une activité ludique, elle avait dit « Apana vita », donc non à la guerre. Il faut arrêter cette guerre. Et le tissu économique a été touché. Ça, c'est le supermarché Kin Marché de Katindo qui a été sérieusement pillé et les portes importées. Ça, c'est l'entrepôt de chez Akili, juste le plus grand entrepôt qui reçoit tout ce qu'il y a comme marchandises des organisations, même des individus, a été totalement pillé sous surveillance des envahisseurs. Et cela a poussé que les opérateurs économiques puissent subir les grands coûts de cette guerre. Et là, c'est une situation que vous avez palpé du doigt. Nous sommes à l'entrée de Boulengo. Rappelez-vous, quand vous êtes arrivé à Mugunga, ces camps ici n'existent plus parce qu'ils ont voulu faire disparaître les traces. La première des choses quand ils prennent les cités, c'est d'abord chasser les déplacés pour faire disparaître toutes les traces des crimes, qui est un crime de guerre. Et cela a poussé, sans tenir compte de l'état physique des personnes, ils ont été tous amenés à quitter, à partir, sans assistance, sans logistique. Et ça, nous avons vécu sur les terrains dans la ville de Goma, juste après la chute. Mais qu'à cela ne tienne, la réflexion profonde de cette famille, c'est de dire, nous voulons un jour que nous puissions retourner dans de bonnes conditions chez nous, d'où les enfants qui, en jouant ludiquement, disent, nous serons victorieux. Et on a un avenir qui est prometteur avec l'implication du gouvernement que vous chapeautez. Voilà le gros de cette exposition créative et des reportages de terrain.
L'exposition va faire le tour. La première programmation est de 2 semaines, mais il sera public. Donc on va les déplacer d'ici, on le mettra au rond-point Forescom, au rond-point dans des grandes entités, pour que les gens comprennent que nous devons dire plus jamais ça. Ok. Alors, Madame le Premier ministre, ce que nous disons après ces tours, certainement les autres membres du gouvernement vont poser un mot dans le livre d'or, mais nous vous épargnons de ça parce que nous voulons que vous puissiez nous dire votre ressenti, un mot, une vision, par écrit sur ce tableau que nous allons valoriser. Soit une image, soit que vous voulez que soit le Congo. Merci, Excellence. Non, disons qu'apparemment, ils n'ont pas fini. Il y a un documentaire. Il y a 2 minutes. Culturelle et associative de la ville de Goma. La chose la plus simple qui me rendait heureux, c'est de me réveiller à Goma. C'est de me réveiller en sachant que je peux payer 1000 francs pour voir ma mère. Je peux payer 1000 francs pour aller rencontrer mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous avons passé tout d'abord une semaine en train d'écouter les détonations d'armes lourdes, d'armes légères. Ces moments-là, on n'avait même plus d'appétit, on ne pouvait plus sommeiller parce qu'on s'attendait à tout moment. Un certain 27 octobre 2022, la guerre a atteint les centres du territoire de Rutshuru. C'est alors que tout a changé. Chez moi, c'était un refuge. Avant que la guerre n'atteigne Goma, j'avais déjà accueilli des indigènes qui venaient de Sake, d'autres de Rutshuru et d'autres villages autour de Goma. C'était très souvent des jeunes activistes. Kwa majina wananiita Rosette Keta Emanuela. Niko mzaliwa wa Masisi, mimi naolewa Rutshuru. Tangia 2007 tunakimbia vita kwetu, tulianza vita ya CNDP, tukakimbia M23 wakati ya Bosco Ntaganda, na kwa leo tena tukakimbia 2022 kutoka kwetu Rutshuru tukakimbilia Goma.
Kufika Goma siyajua vile mulimubeba wapi, me mulimubeba pale pale juu wako washafunga mtoto wangu mikono, wakakata ile kamba na kisu, wakamtosha mango zote. Mie wakuzitoshako mtele wakakokota, ikapasuka, ilikuwa kirobe kia kikwembe kikapasuka. Wakaambia mtoto wangu, lala mamako. Wakamwambia utamulala wala tutakuwa. Akawambia maake kama ni kuniua kifo yangu manake imefika muniua. Pale pale wakampiga risasi muliziba goshi hapa hivi mkifua. Mtoto akaanguka chini. Kuanguka chini pale sikujua kama alinipiga jido kama ni nani. Wa kwanza kanipanda ako, wa pili, wa tatu. Ceci était venu avec plus d'agressivité et plus de cruauté. Ça m'a vraiment fait peur jusqu'à ce qu'il m'avait été obligé de quitter. Si Goma tombait, peut-être qu'on va la reprendre dans une semaine ou deux. Je suis parti dans l'espoir de rentrer très tôt. Et à Goma, ça n'a pas marché. Les rebelles ont foncé vers Bukavu. J'ai encore fui à Bukavu pour aller à Bujumbura. Arrivé à Bujumbura, il y a aussi les policiers burundais qui commençaient à prendre les jeunes Congolais pour les amener dans les camps. J'ai vite... C'est donc sur ces images difficiles que quitte la première ministre cette position. Elle a commencé par les photos qui a expliqué comment ces atrocités ont été vécues, mais comment aussi la population, les enfants gardent espoir. Donc, je disais donc que Tover a bien expliqué ces différentes photos qui, pour certaines, ont été prises à des lieux qu'il a lui-même visités. Et la première ministre, chef du gouvernement, a même laissé un message que vous avez certainement vu. Il faut se souvenir, c'est refuser l'oubli. Et plusieurs messages qui témoignent de sa volonté en tant que chef du gouvernement de porter cette flamme de lutte et de résilience en cette journée de mémoire. Et la porter haut justement cet étendard de résilience de la République démocratique du Congo et de son peuple contre ces différentes difficultés auxquelles le peuple est confronté. Mesdames et messieurs, la radio-télévision nationale congolaise vous a fait vivre cet événement qui a commencé tout l'après-midi de ce jour, cette journée du 27 janvier 2026, une journée de mémoire. Et nous allons terminer justement par cette phrase ou par ces phrases de la première ministre. Ce souvenir, c'est
refuser l'oubli, se recueillir, c'est refuser l'indifférence, c'est célébrer la résistance, la résilience et l'attachement à l'unité nationale. La nation congolaise reste debout. Elle est résolue à préserver son avenir. Congolais Téléma Ezali Kambouya Mabele. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est signé Judith Souminoa Toulouka, première ministre de la République démocratique du Congo, et c'est fait le 27 janvier 2026. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, en tout cas, merci pour cet instant que vous avez passé avec la radio-télévision nationale congolaise, en sa compagnie bien entendu, pour que personne n'oublie le niveau de ce désastre que la République a connu pendant plusieurs années. Et il faudra que ça se termine. L'espoir pour que ceci se termine une bonne fois pour toutes est réel, et il est incarné par les populations, mais aussi porté par le gouvernement de la République et surtout le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont on a parlé tout à l'heure de la diplomatie agissante, dont on a aussi prouvé les œuvres par les différents intervenants des panels qui se sont succédés, qui ont parlé de la justice, qui ont parlé de l'humanitaire, qui ont parlé de l'intervention de la MONUSCO, qui ont parlé des processus de paix, mais qui ont aussi parlé des questions économiques. Les panels ont été bien ajustés et les messages est justement bien passé. Je crois, en tout cas à mon sens, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, ce film en dernier lieu a tout dit sur le niveau de la gravité des atrocités qui ont été commises sur les populations, surtout les femmes qui en payent le plus lourd tribut. On parlait, vous avez senti le degré de l'écœurement, mais aussi la foi en l'avenir. Vous avez vu ces enfants qui, dans les conditions très précaires, continuent à garder l'espoir d'un Congo fort, d'un Congo libéré, totalement pacifié. Cela appelle à l'action collective. Il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, ne se laisse pas distraire, ne se donne pas à vilipender la République démocratique du Congo. En cette période où le pays a besoin de tous ces enfants, il est important que partout vous vous retrouvez, comme le ministre de la Communication et Médias parle du poison rwandais, il ne faudrait pas que par vous passe ce poison rwandais qui démobilise la nation, qui démobilise les forces armées de la République démocratique du Congo, mais surtout discrédite le pouvoir de la République démocratique du Congo. Chaque citoyen, chaque Congolais va prendre cet étendard, cette bravoure